Ils ont dit qu'ils se servaient de moi jusqu'à ce que la maison soit à nous. Je l'ai entendu dans le couloir, et cela a brisé toutes mes convictions. Je m'appelle Lillian Carter. J'ai 68 ans, je suis veuve depuis près de 10 ans. Jusqu'à récemment, j'étais le genre de femme qui croyait que la gentillesse, la vraie gentillesse, serait toujours récompensée avec le temps. Je n'ai jamais eu d'enfant. Mon défunt mari, Charles, et moi avons essayé pendant des années, mais la vie en avait décidé autrement. Pourtant, nous avons construit une maison ensemble, une belle maison à 2 étages avec des volets rouges et une balançoire qu'il avait lui-même installée. Ce devait être notre lieu de résidence permanent sûr, tranquille, le nôtre. Lorsque ma sœur cadette est décédée subitement, je suis intervenue pour élever sa petite fille, Madison. Elle n'était qu'une adolescente à l'époque, le regard hagard et en deuil, et je suis devenue à la fois tutrice et conseillère d'orientation. Je l'ai financée à l'école, je l'ai vue obtenir son diplôme et j'ai même contribué à financer son mariage. Elle était ma famille, ce qui se rapprochait le plus d'une fille pour moi. Alors, quand Madison et son mari, Tyler, ont traversé une mauvaise passe l'année dernière et ont demandé s'ils pouvaient emménager chez eux pour un petit moment, je n'ai pas hésité une seconde. Tyler avait perdu son emploi, Madison était entre 2 contrats, et il disait avoir besoin d'un endroit pour se retrouver. J'ai ouvert les portes sans hésiter. Ils ont pris la chambre principale, j'ai emménagé dans la chambre d'amis. J'ai cuisiné pour eux, nettoyé autour d'eux. Quand le lave-vaisselle est tombé en panne, je l'ai réparé. Quand Madison a évoqué son intention de rénover la cuisine, une fois qu'elle sera à nous, j'ai cru qu'elle plaisantait. J'ai ri avec elle. J'ai toujours voulu croire que l'amour et la loyauté existaient encore dans ce monde, que la famille s'entraidait sans poser de questions. Mais ce soir-là, cette phrase est arrivée. Il était tard, presque minuit. J'étais en train de lire à l'étage quand je me suis souvenu que j'avais laissé ma tasse de thé dans le salon. Je suis descendu pieds nus, en silence, pour ne pas les réveiller. En tournant vers la cuisine, je me suis figé. Leur voix, rieuse, désinvolte, cruelle. Elle ne sait même pas ce qui l'attend, gloussa Madison. Elle ne survivra plus très longtemps, ajouta Tyler d'un ton froid comme l'acier. On se sert d'elle jusqu'à ce que la maison soit à nous. Il y eut un silence. Puis ils rirent tous les deux. Je ne respirais plus. Je n'y arrivais plus. Je restais planté dans le noir, agrippé à la rampe comme si c'était la seule chose qui me maintenait debout. Cette phrase me trottait dans la tête, on se sert d'elle. Mon cœur ne battait pas la chamade, il s'effondrait. Je n'étais pas encore en colère, ni même choqué, juste vide, comme si l'air avait été aspiré de la pièce et qu'il ne restait que le souffle discret de la vérité qui se révélait enfin. Je reculai silencieusement, craignant que le plancher ne me trahisse. Je montai furtivement à l'étage, fermai ma porte et m'assis au bord du lit pendant ce qui me sembla des heures. Mon esprit repassa chaque conversation, chaque petit signal d'alarme que j'avais ignoré, la façon désinvolte avec laquelle Madison m'avait demandé si j'avais mis à jour l'acte de propriété. La fois où Tyler a regardé le salon et a murmuré « Ce sera superbe une fois refait ». Les innombrables commentaires passifs-agressifs sur les jeunes familles qui optimisaient l'espace. J'avais ouvert ma maison, je les avais réconfortés, et ils avaient écrit ma date d'expiration à voix basse. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je fixais le plafond tandis que les ombres de la trahison dansaient dessus, et une tempête que je n'avais jamais vue venir s'installait dans ma poitrine. À 5h10, juste avant que les oiseaux ne commencent à chanter, je me suis levé, je suis allé au grenier et j'ai sorti la vieille boîte en bois qui contenait tout. Le testament de Charles, nos papiers d'hypothèque, l'acte de propriété de la maison. Mes mains tremblaient en l'ouvrant, mais mon esprit était soudain plus vif qu'il ne l'avait été depuis des années. Parce qu'ils pensaient attendre qu'une femme mourante leur offre une maison. Mais j'étais bien réveillé, et ils allaient apprendre ce que signifie prendre le silence pour un abandon. Le grenier était froid ce matin-là. Ce genre de froid qui ressemblait au souvenir lui-même, figé dans des poutres en bois et des boîtes fermées par des mains qui n'existaient plus. Je n'avais pas ouvert ce vieux coffre depuis la mort de Charles. Mais maintenant, il m'appelait comme un phare dans le brouillard de ma colère. Les papiers de la maison étaient exactement là où je me souvenais, rangés dans une chemise usée par les intempéries, sous un vieil album photo et une enveloppe cachetée portant mon nom de la main de Charles. J'ai mis l'enveloppe de côté pour plus tard. Mes doigts tremblaient en sortant l'acte de propriété.
Il était là, noir sur blanc, mon nom, propriétaire unique, pas de titre conjoint, pas de procuration, juste moi. Personne ne pouvait me l'enlever. Ni Madison, ni Tyler, ni même le temps. Cet instant m'a apporté une étrange clarté. Ni rage, ni vengeance, juste une prise de conscience. Cette maison n'était pas que du bois et des briques. C'était de l'amour. Charles et moi nous y étions investis, installant chaque élément ensemble, économisant chaque centime pour nous permettre la véranda sur mesure, et même plantant le magnolia devant qui dominait maintenant le jardin. Nous n'en avions pas hérité. Nous l'avons construit avec espoir, avec sueur, avec la conviction qu'un jour quelqu'un le chérirait comme nous l'avons fait. Et pourtant, j'avais confié les clés à des gens qui n'y voyaient rien d'autre qu'une future acquisition immobilière. Ils ignoraient son histoire. Madison était encore bébé lorsque sa mère, ma sœur, Valérie, est décédée. Valérie m'avait élevé autant que je l'avais élevée. Sa perte m'a brisé. Mais prendre soin de Madison était ma façon d'honorer sa mémoire. Je payais ses fournitures scolaires, la conduisais à ses rendez-vous médicaux, assistais à ses réunions parents-professeurs. J'avais renoncé aux escapades de week-end et aux projets de retraite pour qu'elle ne ressente jamais la douleur de l'abandon. Je n'aurais jamais pensé devoir remettre en question son amour. Je me souviens de la première nuit où Tyler et elle ont emménagé. Madison m'a serré très fort dans ses bras. Sa voix s'est brisée lorsqu'elle a dit « Merci, tante Lily. On a juste besoin de temps. » Je lui ai dit « Prends tout ce dont tu as besoin. » Je le pensais vraiment. Je l'ai toujours pensé. Mais les choses ont vite changé. Tyler a commencé à faire des commentaires ambigus comme « Cet endroit a besoin d'un regain d'énergie » ou « Ta génération ne croit pas aux grands espaces. » Il l'a dit avec un sourire, mais ses yeux ne correspondaient pas. Madison a commencé à parler de modernisation de la maison. Elle suggérait des choses comme démolir la bibliothèque que Charles avait construite lui-même ou repeindre les murs vert tendre que nous avions choisis ensemble. Au début, j'ai cru qu'ils faisaient juste leur nid. Les jeunes couples faisaient ça. Mais ensuite sont arrivées les erreurs, la fois où j'ai trouvé le collier de ma grand-mère disparu du tiroir. Madison a prétendu qu'il avait été égaré. La fois où Tyler a dit à un voisin « On finira par le posséder de toute façon. » Elle n'a pas d'enfant. J'ai balayé ça du revers de la main, pensant à l'ignorance, car quand on aime quelqu'un comme son propre enfant, on ravale 1000 petites blessures avant de se rendre compte qu'on saigne. Et hier soir, ce fut la blessure ultime. On va juste l'utiliser jusqu'à ce que la maison soit à nous. Ces mots résonnaient dans ma tête, assise dans ma cuisine silencieuse ce matin-là, le titre de propriété dans une main, mon café intact dans l'autre. La lumière filtrait par la fenêtre, douce et dorée, comme Charles l'aimait autrefois. Je l'entendais presque dire « Tu ne dois la paix à personne. » Je pris à nouveau l'enveloppe, la lettre de Charles. Je ne l'avais pas lue depuis 9 ans. J'étais trop brisé, trop perdu. Mais quelque chose me disait que c'était aujourd'hui. À l'intérieur, de sa main soignée, il n'y avait que quelques paragraphes, mais une ligne se détachait comme une torche dans l'obscurité. Si jamais tu te retrouves entouré de gens qui t'oublient, éloigne-toi. Tu leur en as déjà assez donné. Des larmes coulèrent sur ma joue. Du chagrin, certes, mais aussi de la liberté. Car pour la première fois depuis des années, je ne demandais pas ce que les autres attendaient de moi. Je demandais ce dont j'avais besoin de moi-même. Et j'avais besoin de sortir. Pas demain, pas un jour. Maintenant. Au lever du soleil, j'avais déjà emballé l'essentiel. Ni vêtements, ni vaisselle, ni même le vieux fauteuil dans le coin qui grinçait encore comme Charles lorsqu'il s'éclaircissait la gorge avant de lire une histoire. Non, ce que j'avais emballé, c'était des documents, des vérités, le fondement de ce qui m'appartenait. L'acte était en béton. Le testament était clair. Charles m'avait tout légué. Aucune confiance, aucune condition, juste de l'amour. Un amour pur et protecteur. J'ai passé la matinée à téléphoner, discrètement. Je connaissais un certain Michael, un agent immobilier qui avait aidé un ami à vendre sa propriété hors marché. Il était discret, digne de confiance. Quand je lui ai dit que je devais vendre rapidement et en privé, sa voix est restée ferme. « Lilian, j'ai quelqu'un qui a des vues sur des maisons exactement comme la vôtre, un acheteur au comptant, un couple âgé qui cherche à déménager et à prendre sa retraite à la campagne. »
Je ne lui ai demandé qu'une chose, ne la publiez pas. Ne publiez pas de photos. Prévenez-moi simplement quand ils seront prêts. Ils sont déjà prêts, a-t-il répondu. Ils attendent une maison comme la vôtre. J'ai souri, fatigué mais plus vive que je ne l'avais été depuis des mois. Madison et Tyler dormaient encore quand j'ai fait le tour de la maison, rassemblant ce dont j'avais besoin. Des papiers importants, le drapeau militaire de Charles, mon alliance, que j'avais arrêté de porter quand l'arthrite de mes articulations l'avait rendue trop serrée, et une seule photo, Charles et moi, debout devant la véranda nouvellement construite, des verres de limonade à la main, l'air de croire que l'avenir ne s'épuiserait jamais. C'est drôle comme on peut mettre tant d'amour dans quelque chose et avec quelle facilité les gens nés des décennies après sa fondation pensent y avoir droit. J'ai laissé derrière moi les meubles, le linge de maison, et même la parure de cristal que Madison avait admirée autrefois, car plus rien n'avait d'importance. Cette maison avait été un foyer lorsqu'elle était pleine d'amour. Mais maintenant, elle n'était plus qu'une cible pour ceux qui avaient oublié comment s'en soucier. À 10h15 précise, Michael est arrivé avec le couple. Ils étaient gentils, plus âgés, une enseignante à la retraite et son mari, un ancien mécanicien qui jardinait maintenant à plein temps. Leurs yeux ne parcouraient pas les lieux comme des vautours. Ils le regardaient comme si c'était sacré. Ils ne me demandaient rien. Pas de marchandage, pas de pression. Le notaire est venu à midi. J'ai signé les documents de vente d'une main plus assurée que prévu. Michael m'a remis un chèque et une enveloppe Kraft contenant tous les documents finalisés. Et puis, d'un coup, ce n'était plus ma maison. J'avais l'impression de lâcher une bouée de sauvetage, mais aussi de sortir d'une cage. J'ai laissé un mot sur le comptoir de la cuisine avant de partir. Je ne l'ai pas laissé sur un post-it. J'ai pris une feuille de mon plus beau papier à lettres, j'ai écrit avec mon stylo préféré et je l'ai plié soigneusement à côté d'une petite photo encadrée de ma sœur Valérie tenant bébé Madison. Le mot disait « À ceux qui planifient leur avenir sans moi, j'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. » Cette maison a été construite avec amour, mais elle ne survit pas aux prétentions. Vous attendiez qu'elle soit à vous. Elle ne l'a jamais été. Lilian. Je n'ai pas attendu qu'il la lise. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti sans musique, juste le vrombissement des pneus sur les vieilles routes de campagne et la certitude grandissante d'avoir bien fait. À 14h, j'étais installé dans un petit chalet de location au bord du lac, le même que Charles et moi fréquentions quand nous étions plus jeunes. J'avais toujours rêvé d'y vivre un jour. Je n'aurais jamais cru qu'il me faudrait un chagrin d'amour pour y arriver enfin. J'ai éteint mon téléphone pour la première fois depuis des semaines et me suis assise sur la véranda. L'eau scintillait comme des fils d'argent. Un oiseau s'est posé sur la balustrade, a gazouillé un seul instant et s'est envolé. Je n'ai murmuré à personne, je ne suis pas à eux. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'y ai cru. À peine l'aube était-elle apparue que j'ai roulé ma petite valise sur l'allée de gravier du chalet et que j'ai entendu le chant des oiseaux sur le lac. J'avais bien dormi pour la première fois depuis des mois. Non pas parce que le lit était plus moelleux, il était même grumeleux et sentait légèrement le cèdre, mais parce que mon cœur n'était plus serré. De retour à la maison, j'imaginais le soleil pénétrer à flot à travers les rideaux blancs transparents que j'avais accrochés dans la chambre d'amis. Ceux que Madison avait un jour qualifiés de démodés, comme « grand machique ». Tyler serait probablement encore en train de ronfler, la jambe ballottée sur la couverture comme un roi ivre dans un château emprunté. Madison serait bientôt levée. Elle aimait se dire matinale, même si ses matinées ne commençaient jamais avant 9h30. Je me demandais combien de temps il leur faudrait avant de remarquer qu'il manquait quelque chose. Serait-ce lorsque l'odeur de bacon ne flotterait plus dans la cuisine? Lorsque la balancelle du porche ne craquerait plus sous mon poids habituel de 7 heures? Ou serait-ce le silence, le calme qui s'installe quand celui qui a fait de cette maison un foyer n'est plus là? Je n'ai pas eu à me poser de questions bien longtemps. À 9h précises, mon téléphone a vibré sur la table à côté de ma tasse de thé. Madison, 8 appels manqués. Puis un SMS, où es-tu? Où est ta voiture? J'ai pris une longue gorgée de thé et j'ai laissé le message reposer. À 9h12, une autre, de Tyler cette fois. Tu es parti plus tôt? Il y a une enveloppe bizarre sur le comptoir avec nos noms dessus. C'est une blague? Je n'ai pas répondu. À 9h15, mon téléphone s'est allumé comme un feu d'artifice. Tu as vendu la maison. T'es folle. Tante Lily, qu'as-tu fait?
Tu ne peux pas partir comme ça. J'ai éteint l'écran. Si, je pouvais. Je l'avais fait. À 9h42, la ligne fixe du chalet a sonné. Un numéro que je ne connaissais pas, mais j'ai reconnu cette voix dès que j'ai décroché. Lilian? Le ton de Madison avait changé. Du sucre, pas du vinaigre, maintenant. Je crois qu'il y a eu un malentendu. Je n'ai rien dit. Écoute, je veux dire, on pensait que tu nous laissais juste prendre certaines responsabilités. Enfin, la maison commençait à te peser, non? On t'aidait. Je n'ai toujours rien dit. Elle a continué à parler. Tu as été comme une mère pour moi. Tu m'as élevé. Cette maison, c'est le seul foyer que j'ai jamais connu. C'était là. Maintenant, elle se souvenait. J'ai enfin parlé, calme, serein. Exactement. C'était un foyer jusqu'à ce que ça devienne un calcul. Il y eut un silence au bout du fil, puis une inspiration profonde. Tu nous as entendus ce soir-là? Je l'ai fait. Et tu l'as vendu sans un mot? J'en ai dit beaucoup. Tu n'écoutais juste pas. Elle ne répondit pas. Pour la première fois, Madison Carter resta muette. Je raccrochai doucement, non pas par colère, juste en paix. Cet après-midi-là, Michael m'envoya un SMS pour m'informer que les acheteurs emménageraient dans la semaine. Madison et Tyler avaient jusqu'à vendredi pour quitter les lieux. Pas de prolongation, pas d'appel. La vente était définitive. Le soir, je reçus un message vocal de Tyler. Il ne cria pas. Il supplia. S'il te plaît, appelle-moi. On ne pensait pas ça. C'était juste une conversation. Tu sais comment les gens disent les choses en privé. Tu n'es pas obligé de faire ça. Mais je le fis. Je l'avais déjà fait. Et au fond, il savait pourquoi. Ce soir-là, je me tenais sur le porche du chalet, une couverture enroulée autour des épaules, la lettre de Charles pliée dans ma main. Je la relus, murmurant la dernière ligne comme une prière. Quand viendra le moment, choisis la paix. Choisis-toi. Je n'avais pas coupé les ponts. J'avais simplement construit une porte et l'avais franchie. Le fait de se choisir enfin, c'est qu'on n'échappe pas seulement à ceux qui nous ont exploités. On se souvient de soi. Le lendemain matin, après avoir éteint mon téléphone, je me suis rendu dans la ville la plus proche et me suis arrêté dans un petit restaurant que Charles et moi adorions. La serveuse se souvenait de moi. Elle s'appelait Carla. Elle nous apportait une tarte gratuite quand elle avait des parents trop à la fin de la journée. Ça fait une éternité que je ne vous ai pas vue, mademoiselle Carter, sourit-elle. Toujours dans la grande maison. Je remuai doucement mon café et lui rendis mon sourire. Plus maintenant. Je suis passé à autre chose. Elle ne m'insista pas. Elle glissa juste une part de tarte aux pêches chaudes sur la table et dit « Tant mieux pour vous ». Cette phrase résonna dans ma tête tout le reste de la semaine. Tant mieux pour vous. Comme si choisir enfin la paix était quelque chose qu'on n'attendait pas d'une femme comme moi. Une veuve tranquille, une vieille tante adorable, une dame qui cuisinait, gardait les enfants et souriait malgré les insultes comme si c'était un simple vent d'été. J'imagine qu'il n'avait jamais réalisé que je pouvais m'en aller. Pendant que Madison et Tyler perdaient la tête à cause de la maison, j'avais déjà trouvé mon rythme. Je me suis inscrite à un cours d'art floral dans un centre communautaire local, une activité que j'avais toujours rêvé d'essayer. J'ai rencontré un groupe de femmes de mon âge, tout aussi futées et 2 fois plus audacieuses. Je n'étais plus la gentille tante. J'étais juste Lilian. Et ça suffisait. Et puis il y avait James, mon nouveau voisin à 3 chalets d'ici, un pompier à la retraite au sourire en coin et un vieux chien nommé Murphy. Il m'a apporté du bois de chauffage la 2e nuit où il a fait froid. Il n'a pas posé de questions. Il a juste dit « J'ai pensé que tu en aurais besoin ». On a commencé à parler davantage, de tout et de rien. Il n'a jamais insisté, jamais indiscret. Un jour, je l'ai surpris en train de m'observer entretenir le petit jardin que je plantais devant le porche, et il a simplement hoché la tête. Tu as les mains de quelqu'un qui a traversé beaucoup d'épreuves. J'ai souri. Avant, je construisais l'avenir. Maintenant, je cultive juste des fleurs. Ce n'était pas romantique. Ce n'était pas nécessaire, mais c'était bien. Pendant ce temps, Madison était en pleine spirale. Je n'ai pas beaucoup consulté les réseaux sociaux, mais un ami de l'église m'a envoyé un texto. Tu devrais voir ce que ta nièce publie.
La curiosité a pris le dessus. Je me suis connecté. Madison avait écrit un article dramatique sur la manipulation des personnes âgées et le fait d'avoir été privée de son avenir. Des photos d'elle et Tyler se tenaient devant ma vieille maison, boudant comme des victimes d'une cruelle injustice. Les commentaires, cependant, n'étaient pas ceux qu'elle attendait. Une femme a répondu. « Attendez, c'était pas sa maison, au départ. » Une autre. « Elle ne vous a pas élevé? Comment osez-vous parler d'elle comme ça? » Puis est arrivée la meilleure. Ma grand-mère m'a tout donné aussi. Je ne l'ai jamais oublié. Vous, clairement. J'ai fermé l'application et je n'ai plus jamais regardé. Il pouvait avoir Internet. J'étais tranquille. Puis, environ 2 semaines après le déménagement, j'ai reçu une lettre officielle d'un avocat. Madison et Tyler essayaient de contester la vente. Ils ont invoqué une influence indue, affirmant que je n'étais pas saine d'esprit au moment de la signature de l'acte. J'ai éclaté de rire. L'avocate que j'avais engagée, une femme avisée nommée Michelle, qui portait d'épaisses lunettes et ne manquait pas une seule virgule, avait anticipé la situation. Elle avait tout enregistré. J'avais des lettres, des preuves, des témoins. Les acheteurs étaient sérieux. Le contrat était sans appel. Michel m'a appelé cet après-midi-là et m'a dit « Ils n'ont rien. Laissons-les piquer leur colère. » C'est ce que j'ai fait. Je les ai laissés hurler dans le vide pendant que je rempotais des orchidées et apprenais à tailler des rosiers. Parfois, la guérison ne vient pas des feux d'artifice. Elle vient du silence. Elle vient de l'inaction totale, alors que ceux qui vous ont sous-estimé attendent une réaction. Ils pensaient pouvoir m'utiliser pour obtenir ce qu'ils voulaient. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais déjà commencé à planifier ma liberté bien avant qu'ils ne murmurent leur trahison. Il n'a fallu qu'une nuit pour me rappeler que j'avais trop donné pour être traité comme une obligation et qu'il me restait une leçon à leur donner. Vendredi est arrivé plus vite que prévu, la date limite de déménagement. Je ne suis pas passé en voiture. Je n'ai pas pris de nouvelles. Je ne leur ai même pas demandé comment ça s'était passé. Mais une amie du quartier, Sharon, qui habitait 2 rues plus loin depuis plus de 20 ans, m'a envoyé une photo ce matin-là. C'était Madison et Tyler, debout sur le trottoir, à côté d'un tas de cartons et de sacs poubelles. Leur voiture était surchargée. Tyler semblait en pleine dispute. Madison tenait son téléphone comme une arme, hurlant probablement dedans. La légende sous le message de Sharon disait simplement « On dirait que la princesse et son pion ont été expulsés. » Je n'ai pas souri. Pas vraiment, mais j'ai expiré. Ce soir-là, j'étais assise au bord du lac, un châle sur les épaules, et Murphy le chien s'est blotti à mes pieds. James était assis sur les marches à côté de moi avec 2 chopes de cidre chaud, une pour chacun de nous. Il ne m'a pas demandé ce que signifiait mon sourire. Il a juste dit « Nuit tranquille ». Et c'était le genre de silence qui se mérite. La semaine suivante, les acheteurs ont officiellement emménagé dans la maison. Ils m'ont envoyé une carte de remerciement, manuscrite, pas un mot froid et générique. La femme a même inclus une photo d'elle debout près du magnolia. Elle a dit « Je ne me suis jamais sentie aussi en sécurité. » J'ai pleuré en le lisant, car c'est à cela que servait cette maison. Ni à la cupidité, ni aux héritages, ni aux prétentions, mais à la paix. Pendant ce temps, Madison et Tyler allaient d'un endroit à l'autre. Les parents de Tyler ne les ont pas accueillis longtemps. Ils ne font pas de drame, selon un ami commun. Madison a essayé de se présenter comme la fille trahie, mais plus elle parlait, plus son histoire se trompait. Les gens n'y croyaient plus. De vieux amis ont cessé de la rappeler. Des proches des gens dont je n'avais plus de nouvelles depuis des années ont commencé à m'envoyer des messages. Une cousine m'a écrit « Je ne savais pas qu'il se servait de toi comme ça. Je suis vraiment désolée, Lilian. » Une autre « Tu l'as mieux élevée. Elle a juste oublié. » Je n'ai jamais répondu. Je n'en avais pas besoin. Ils pouvaient se débattre avec leur propre honte. J'avais déjà laissé la mienne derrière moi. Puis est arrivé le moment que je n'avais jamais prévu, mais que j'avais presque vu venir. Un après-midi, alors que je désherbaissais les parterres de fleurs devant le chalet, une voiture s'est garée dans l'allée de gravier. C'était Tyler. Il paraissait plus petit. Pas physiquement, mais quelque chose en lui s'était dégonflé. Pas d'arrogance, pas de sourire narquois, juste un homme portant une enveloppe en papier craft, marchant comme si le sol sous lui était en verre.
Murphy grogna doucement, mais je le tapotai pour le calmer. Tyler s'arrêta à quelques pas. Je peux te parler une seconde? Je me levai lentement, époussetant mes gants. Je ne suis pas là pour supplier, dit-il rapidement. Ni pour te reprocher. J'ai juste pensé que tu devrais voir ça. Il me tendit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des photos, imprimées, et non numériques, de Madison, les bras autour d'un autre homme, dans des halls d'hôtel, des restaurants, dans une voiture garée devant un hôtel au rideau tiré. Je ne dis rien. Je ne clignai même pas des yeux. Elle a dit que j'étais ennuyeux, marmonna-t-il. Elle a dit qu'elle ne m'avait épousé que parce que j'étais en sécurité. Qu'un jour, ta maison nous offrirait la vie qu'elle désirait vraiment. Voilà, la vérité. Je lui rendis l'enveloppe. Pourquoi m'apporter ça? Parce que, hésita-t-il, tu étais le seul à nous avoir donné quelque chose de réel, et nous t'avons traité comme un être jetable. Je n'attends pas de pardon. Je voulais juste que tu saches que Madison ne s'est pas servie de toi. Elle s'est servie de tout le monde. Je le regardai. Vraiment. Pas avec haine. Pas même avec pitié. Juste avec clarté. Tu n'as qu'une vie, Tyler, dis-je doucement. Ne la gâche pas à courir après ce qui ne t'appartient pas. Il acquiesça, ne dit rien d'autre et partit. C'est la dernière fois que je le vis. Je ne sais pas où ils sont allés après ça. Je n'en ai pas besoin, car ce qu'ils ont construit n'a jamais été réel. Juste un château de cartes tremblant au vent de leur propre tromperie. Et moi? Je reconstruisais déjà quelque chose de meilleur. Pas seulement une vie, un héritage. Cela fait un peu plus d'1 an maintenant. Le lac est immobile. Les fleurs sauvages que j'ai plantées au printemps dernier fleurissent dans des tons roses et jaunes doux, bordant le porche comme une guirlande que la nature a nouée rien que pour moi. Murphy me rend toujours visite tous les après-midi, la queue qui remue, le museau humide de ses aventures. James est devenu un pilier dans ma vie. Une présence douce qui sait quand parler et quand s'asseoir à mes côtés en silence. Mes journées ne sont pas fastueuses. Elles sont pleines de petits rituels qui me rappellent qui je suis. Le thé au miel du matin, une promenade au bord de l'eau, les après-midi de bénévolat à la bibliothèque locale, la lecture aux enfants dont les yeux brillent comme ceux de Madison autrefois. Il était une fois. Et parfois, quand je m'y attends le moins, quelqu'un vient me voir et me dit « Vous êtes Lillian Carter, n'est-ce pas? Vous habitiez Sycamore Lane. J'ai entendu parler de vous. » Je ne confirme ni ne nie jamais, car la vérité n'est une dette envers personne. C'est une valeur qui me guide. Il y a une photo encadrée sur ma cheminée maintenant. Ce n'est pas celle de Charles et moi sur le porche. Celle-là, je l'ai donnée à la société historique lorsque les nouveaux propriétaires ont voulu en savoir plus sur les lieux. Celle-ci est différente. C'est juste moi, souriante, debout devant mon jardin, de la terre sur mes gants, le regard brillant. James l'a prise un dimanche où je ne faisais pas attention. Il a dit « Tu as l'air plus vivante que jamais. » Et je l'ai fait, car pour une fois, je ne retenais pas mon souffle. Je ne versais pas d'une tasse vide. Je n'attendais pas que quelqu'un reconnaisse ma valeur. Je l'avais déjà reconnue. Madison ne m'a plus jamais écrit. Pas un appel, pas une carte. Une partie de moi se demande si elle a honte. L'autre partie sait qu'elle est peut-être encore en colère, offensée même, que je ne l'ai pas laissée s'en tirer. Mais je n'ai pas agi ainsi par vengeance. Je l'ai fait pour me libérer. Il y a une copie de la lettre de Charles encadrée près de la porte. Maintenant, les invités la consultent souvent, pensant que c'est un poème ou une citation d'un livre. Ils ne réalisent pas que c'est la phrase exacte qui a changé ma vie. Si jamais tu te retrouves entouré de gens qui t'oublient, éloigne-toi. Tu leur as déjà assez donné. Je passe devant chaque matin. Et chaque matin, je me souviens de qui je suis. Pas seulement une veuve, ou une aide, ou une personne sur qui compter jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle veut. Je suis la femme qui s'est éloignée. Celle qui a donné de l'amour jusqu'à le déformer, puis s'est choisie elle-même. Celle qui a transformé un chapitre que d'autres ont essayé d'écrire pour elle en une toute nouvelle histoire qu'ils ne comprendront jamais. Car lorsqu'ils ont dit « On se sert d'elle jusqu'à ce que la maison soit à nous », ils ne savaient pas qu'ils me tendaient une porte. Et je ne l'ai pas claquée. Je l'ai fermée, verrouillée et planté des fleurs de l'autre côté.